Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Les premières analyses tombent et le constat semble partagé par tous. Si en 2024 le marché de l'art contemporain s'est tassé, en 2025 il se déplace. En effet, l'année 2024 n'a pas été aussi florissante que prévu pour l'art contemporain, puisque ce segment du marché de l'art a enregistré une baisse de près de 2 milliards de dollars, selon le dernier rapport d'Artprice publié il y a quelques jours. Une baisse donc sur la valeur totale des œuvres d'art qui sont passées en vente publique, avec un résultat le plus bas enregistré depuis 2019. Pour rappel, les œuvres d'art concernées dans ce rapport sont celles vendues aux enchères dans la catégorie Contemporary Fine Arts, soit les peintures, la sculpture, le dessin, la photographie, l'estampe, la vidéo, l'installation ou bien l'art NFT. Et cette correction du marché de l'art contemporain est beaucoup plus globale, comme le souligne le rapport d'Artnet qui a été publié récemment, Intelligence Report, et qui met en avant une pression croissante sur ce secteur économique qui est mondialisé, notamment du fait de l'instabilité géopolitique et d'aléas macroéconomiques, mais j'ajouterai pas que, car cela annonce aussi et surtout des transformations plus en profondeur. Décryptage. Dans un marché de l'art sectorisé entre le premier marché, soit les galeries et les artistes, comme les marketplaces qui vendent pour la première fois une œuvre d'art, et le second marché, plutôt les ventes aux enchères ou surtout les reventes d'œuvres d'art, les ventes aux enchères d'œuvres d'art contemporains ont chuté de 33% en 2024 et les transactions se sont raréfiées à mesure que le prix des œuvres s'élevait. En revanche, et cela peut paraître à première vue contradictoire, le volume d'œuvres d'art contemporains vendues a atteint un record l'année dernière, avec des acquisitions d'œuvres d'art dites abordables qui ont connu une nouvelle effervescence, avec un chiffre très révélateur puisque plus de la moitié de ces œuvres ont trouvé preneur pour moins de 600 $. Si le rapport d'Artprice souligne quant à lui une tendance forte de 2024, déjà évoquée, à savoir que le chiffre d'affaires des enchères mondiales diminue malgré l'augmentation des transactions, c'est parce qu'un plus grand nombre de collectionneurs et amateurs d'art achètent donc des œuvres dites abordables, soit dans une gamme de prix en dessous de 5 000 $, que ce soit aux enchères ou dans l'ensemble des marketplaces, et aussi que les œuvres d'art coûteuses, qui étaient plus recherchées habituellement, ont eu plus de mal à se vendre. L'analyse du rapport d'Artnet, quant à elle, porte sur le marché de l'art global, à partir de résultats de vente aux enchères aussi, mais des 4 plus grandes maisons de vente à New York, car les États-Unis sont à la première place du marché mondial et à l'origine des tendances fortes de son évolution. Par ailleurs, ce rapport souligne une vraie transformation du marché de l'art, puisqu'une nouvelle ère se met en place, celle d'acquisition, guidée par le goût personnel, par opposition à la spéculation financière de ces dernières années, du fait notamment d'un shift ou tournant générationnel, les plus jeunes acheteurs d'art étant désormais fortement à l'origine de la demande. Et ce seraient donc ces évolutions qui obligeraient le marché de l'art dans sa globalité à se transformer, avec, comme le rappelle aussi le rapport Artprice, même si sa méthodologie diffère de celui d'Artnet, des tendances qui convergent, et notamment une évolution importante, soulignée dans l'ensemble des analyses, à savoir que le marché de l'art contemporain en 2024 se transforme, passant d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs, avec notamment un ajustement des stratégies de collection des plus jeunes générations qui sont façonnées par leur appétence pour le secteur du luxe, la culture pop ou l'engagement numérique, comme le choix du cross-collecting, à savoir le fait qu'ils constituent des collections de plus en plus de façon thématique et non plus en fonction du médium, élargissant alors leur choix d'acquisition à tous les supports, la recherche de prix abordables avec des canaux de commercialisation privilégiés par ces plus jeunes art lovers, soit des marketplaces en ligne et des ventes dématérialisées. Une nouvelle génération donc de collectionneurs qui a une demande d'expérience utilisateur liée à son mode de vie et la mise en place de nouvelles offres du secteur marchand en conséquence
avec de nouvelles expériences proposées et ou de nouveaux formats. L'acquisition croissante d'œuvres d'art dans de nouvelles catégories, comme les multiples ou les prints, et l'accélération d'un turnover en ce qui concerne la détention des œuvres d'art, qui sont désacralisées et revendues plus vite, finit de démontrer qu'il existe aujourd'hui une véritable transformation dans la consommation de l'œuvre d'art, c'est-à-dire la façon dont on va acquérir puis revendre une œuvre d'art sur le marché de l'art mondial. Alors, assistons-nous en 2025 à une évolution ou à une révolution? Ou bien encore, comme certains le formulent, à un grand shift du marché de l'art contemporain? Les stratégies des collectionneurs d'art contemporains se transforment, d'autant que de nouvelles générations d'amateurs d'art, les millenniums ou la génération Y, comme la génération Z, interagissent de plus en plus avec le marché de l'art globalement. Pour rappel, une génération est un concept sociologique qui désigne un groupe de personnes dont les membres, rapprochés en âge, partagent un certain nombre de pratiques et de représentations. Ainsi, il y a aujourd'hui plusieurs générations qui coexistent, la génération des baby-boomers, la génération X, la génération Y ou celle des milléniaux, la génération Z, puis la génération Alpha. La génération des millennials ou les milléniaux serait la plus solitaire, privilégiant les médias sociaux et Internet dans leurs interactions, ce qui aurait une réelle influence dans les changements de consommation d'art, tandis que la génération Z, qui lui succède, celle des Zoomers, est véritablement la génération des Digital Natives. Et cette génération ne conçoit pas qu'un service ne soit pas utilisable à distance et à la demande depuis son smartphone. Thierry Hermann, qui est le fondateur de ArtPies, souligne dans son dernier rapport que le marché de l'art contemporain est de plus en plus inclusif, comme de plus en plus décomplexé par rapport aux nouvelles façons de collectionner. Il rappelle ce que l'on constate depuis la pandémie, à savoir que le développement des canaux de vente dématérialisés, par lesquels transite un nombre de plus en plus croissant d'œuvres d'art, comme notamment les prints, les multiples, soit les œuvres produites en plusieurs exemplaires ou en édition, comme les estampes, les gravures, les NFT, œuvres qui sont particulièrement recherchées par les nouveaux collectionneurs, comme d'ailleurs le révélait aussi le dernier rapport de l'économiste Claire McAndrews pour Art Basel UBS qui a été publié en octobre dernier et intitulé Survey of Global Collecting. Ce rapport qui analysait les motivations et les comportements des différentes typologies de collectionneurs, qui précisait que ce sont les acquéreurs de la génération Z qui dépensaient plus que toute autre génération pour acquérir des prints, des estampes ou des gravures, en illustrant alors parfaitement ce transfert générationnel dans l'acquisition d'œuvres d'art, les multiples étant aussi un moyen pour cette génération d'ajouter des artistes importants à leur collection ou bien de compléter une thématique de collection. Ce même rapport soulignait donc à la fin de l'année dernière qu'il y avait une différence entre les générations dans le choix de support des œuvres qui étaient acquises sur le marché de l'art, les plus jeunes favorisant des supports non traditionnels ou numériques, la génération X ayant un pourcentage quant à elle le plus élevé des peintures dans leur collection et les peintures étant le médium le plus populaire pour toutes les générations puisqu'elles représentent environ 26% des œuvres détenues dans les collections en 2024 selon ce rapport. Dans l'Intelligence Report de ArtNet, on relève aussi ce tournant générationnel puisque les jeunes acquéreurs entraînent désormais la demande, obligeant le marché de l'art à repenser son offre pour s'adapter à de nouvelles réalités et surtout à ce mode de comportement des acquéreurs des plus jeunes générations qui recherchent des ventes dématérialisées. Ce mois-ci, plusieurs foires ont été consacrées en même temps aux estampes et aux multiples dans plusieurs pays à la fois, comme la London Original Print Fair à Londres, la Fine Art Print Fair à Brooklyn aux États-Unis et plus près de nous, le salon de l'estampe à Paris, la Paris Print Fair, qui a été programmé au même moment que les foires et salons consacrés dans la capitale française au dessin contemporain, dont Des Dessins et Drawing Now,
Et là, on remarque un vent nouveau qui souffle, notamment chez Drawing Now, qui pour sa 18e édition présentait toujours plus d'innovation. Une autre tendance intéressante à analyser, c'est l'accélération dans le changement de propriété d'une œuvre d'art, avec en moyenne moins de 5 ans entre l'acquisition de l'œuvre et sa revente, contre parfois plusieurs décennies auparavant, rapprochant de fait l'œuvre d'art d'un bien de consommation beaucoup plus traditionnel. Car les plus jeunes collectionneurs abordent le marché de l'art avec de nouvelles perspectives et surtout une représentation du monde qui est générationnelle. Et contrairement aux générations précédentes, qui considéraient souvent la collection d'art comme une quête à long terme, axée sur l'héritage culturel, le patrimoine familial ou la promotion d'une esthétique, les plus jeunes acquéreurs d'art donnent la priorité à la pertinence culturelle, aux liens personnalisés avec les œuvres d'art qu'ils acquièrent ou qu'ils likent, obligeant les acteurs marchands qui les convoitent à s'adapter de plus en plus à leur goût. Ces nouveaux collectionneurs, comme les plus jeunes marchands, remodèlent donc le marché de l'art avec leur approche générationnelle en rupture avec les générations précédentes, qui donc considéraient la collection d'art comme une affaire de long terme, destinée à une certaine élite. Et ce sont ces jeunes acquéreurs qui donnent la priorité au numérique, tant comme médium que pour l'acquisition d'œuvres d'art, qui abordent l'art et les objets de collection générale avec un état d'esprit décomplexé, façonnés par leur culture digitale et la recherche constante d'une accessibilité facilitée qui est le véritable déclencheur dans leur décision d'acquérir des œuvres d'art. Et j'ai choisi d'utiliser les minutes pratiques de cet épisode pour illustrer ces nouvelles motivations et comportements de consommation d'art des nouvelles générations des collectionneurs. Et pour en parler très concrètement, j'ai le plaisir d'accueillir Héloïse Priou, qui est en charge du développement de la plateforme Artspare. Bonjour Héloïse, merci infiniment de m'avoir rejointe sur cet épisode, présenter la plateforme Artspare aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me la présenter un peu plus pour nos auditeurs et quel est votre rôle sur cette plateforme-là? Bonjour Marion, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors Artspare, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme en ligne d'œuvres d'art contemporains notamment, mais modernes aussi. La mission d'Artspare depuis plus de 10 ans maintenant, c'est tout simplement la démocratisation de l'achat d'art, la simplification de ce parcours qui peut parfois être impressionnant pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'entrer dans des foires ou dans des galeries. Le but d'Artspare, c'est vraiment le décloisonnement, permettre à tout le monde de pouvoir accéder à l'art et s'acheter une œuvre d'art. Comment ça se passe le processus d'acquisition sur la plateforme? Alors c'est assez simple, on dispose d'un catalogue très varié, très vaste, on a plus de 200 000 œuvres aujourd'hui sur le site, donc c'est un catalogue qui est éclectique et en même temps, grâce à toutes les options de filtres, d'accompagnement personnalisé, on vous permet de affiner votre recherche et vous permettre de trouver en quelques clics l'œuvre qui correspond à ce que vous recherchez. Et si, par exemple, moi je suis un amateur d'art et je vais sur la plateforme Artspare, mais je ne sais pas du tout quoi acheter, j'ai envie d'acheter une œuvre d'art pour la mettre chez moi, et comment je peux être aidée par la plateforme Artspare pour sélectionner une œuvre d'art qui correspond à mes goûts personnels, par exemple? Alors si vous n'avez absolument aucune idée de ce que vous recherchez, on a notre équipe service client Art Advisor qui est disponible sur le site. La petite bulle de chat en bas à droite, c'est très simple, vous nous dites un peu ce que vous avez comme idée, même si c'est très vaste. Est-ce que c'est une peinture ou une sculpture? Est-ce que c'est abstrait ou figuratif? Ou est-ce qu'il y a des tonalités qu'il faut respecter? Et nous qui avons une connaissance un peu plus approfondie de notre catalogue, on est en mesure derrière de vous proposer des sélections sur mesure, de les affiner derrière en échange avec vous et pour vous permettre de trouver l'œuvre qui correspond à ce que vous recherchez. Et alors comment vous arrivez à les affiner? C'est par rapport à ce que moi je dis sur la sélection? Ce que vous allez me dire, admettons que je vous ai proposé une dizaine d'œuvres dans les tons bleu, vert, mais parfois il manque de orange parce que vous voulez une touche orange. Moi je vais pouvoir aller rechercher dans le catalogue cette typologie d'œuvres, soit par mes connaissances ou par les filtres,
ou alors aussi grâce à la recherche visuelle, qui est un outil d'intelligence artificielle qui vous plusieurs options. Soit vous avez déjà une image en tête de ce qui vous intéresse, vous avez vu une œuvre en galerie, au musée ou chez un ami, et vous l'avez en photo, vous l'importez sur le site, et le site va vous proposer toute une variété d'œuvres qui lui ressemblent. C'est un peu comme Google Lens en fait. Exactement, c'est le même principe. Donc vous allez avoir un catalogue d'œuvres qui lui ressemble en fonction de ce que vous avez apporté. Mais si même vous, initialement, vous n'aviez pas d'image d'œuvres qui vous intéressaient, vous pouvez, en surfant sur le site, trouver des œuvres qui vous tapent dans l'œil ou qui vous plaisent. Et sur chacune de ces œuvres, cliquez sur découvrir les œuvres similaires. Et cet outil d'intelligence artificielle va ressortir les œuvres qui correspondent. Vous allez pouvoir participer à, je dirais, presque la création d'un goût personnel d'un amateur d'art, en fait. Mais en tout cas, on va l'aider à définir ce goût, à trouver les œuvres qui lui correspondent. Et en plus, c'est le début. On est vraiment au tout début de l'IA pour l'Art Advisory et de l'IA sur Artspur. Moi, dans les prochaines semaines, mois, j'imagine un chatbot sur lequel on pourra écrire. Voilà, vous allez écrire, je cherche une œuvre qui représente la mer. L'intelligence artificielle va vous proposer une sélection et vous allez pouvoir affiner avec l'intelligence artificielle en disant non, je veux pas qu'il y ait de bateaux, je veux que ce soit un coucher de soleil sur la mer, etc. Et ainsi affiner les résultats et vous permettre de trouver les œuvres qui correspondent à vos goûts. Et ce que vous dites est très important parce que vous dites qui correspondent à vos goûts. Et aujourd'hui, la nouvelle génération des acquéreurs sur le marché de l'art ont complètement ajusté leur façon de collectionner de l'œuvre d'art et de consommer l'art. Et ne sont plus du tout dans une démarche à visée spéculative, mais plutôt à visée personnelle, c'est-à-dire qu'ils veulent acquérir des œuvres d'art qui leur correspondent et qui participent à leur représentation du monde. Mais avant d'en parler, j'aimerais que vous nous parliez de vous. Élise, qu'est-ce que vous faites chez Artspur? Quel est votre rôle? Oui, absolument. Donc moi, je suis chez Artspur depuis maintenant 5 ans. J'ai passé ces 5 dernières années à façonner, à développer le pôle du service client, le pôle des ventes, de l'accompagnement, de l'achat. Et depuis très récemment, je pilote la stratégie de croissance du site avec toujours cette vision centrée sur l'utilisateur et le client. C'est intéressant ce que vous dites parce que l'expérience utilisateur, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les différentes plateformes qui peuvent exister. Et alors, ma question, moi, c'est, je voudrais savoir en quoi la plateforme Artspur est une marketplace qui va être recherchée particulièrement ou adaptée aux habitudes de consommation de cette nouvelle génération d'acquéreurs et d'art lovers. Pour revenir peut-être un peu à l'historique à la base d'Artspur, quand ça a été créé par nos cofondateurs il y a plus de 10 ans maintenant, le but était d'appliquer les codes du e-commerce qui étaient en pleine expansion à l'époque au monde de l'art qui lui plutôt tardait à se digitaliser. Donc ça c'était la vision de nos cofondateurs et l'intention première des fondateurs d'Artspur, c'était d'écouter les tendances des consommateurs. Et à l'époque, c'était le e-commerce qui était en pleine croissance. Et c'était il y a 10 ans. Et c'était on a terriblement évolué. Exactement. Donc, ils ont décidé d'appliquer les codes du e-commerce à l'art et ça a plutôt assez bien marché. C'était un peu compliqué parce que le monde de l'art, c'est un monde qui est un peu cloisonné, où les galeries ont pignon sur rue, où les gens se déplacent en galerie pour voir les œuvres d'art parce qu'il y a cette volonté de voir une œuvre pour créer un lien émotionnel avec celle-ci avant de passer à l'étape de l'achat. Mais depuis 5 ans, depuis le Covid notamment, les habitudes des consommateurs ont changé. Pas eu le choix finalement, mais les cartes ont été rebattues puisque les galeries ont fermé, physiquement je veux dire, pendant la pandémie. Et donc elles n'ont pas eu d'autre choix que de se digitaliser. C'est-à-dire d'offrir l'acquisition de leurs œuvres d'art en ligne. En ligne, exactement. Et en fait, Artspur a été un acteur majeur à ce moment-là parce qu'il a permis aux collectionneurs, aux utilisateurs ou simplement à ceux qui apprécient l'art pour
son aspect peut-être plus décoratif, de continuer à pouvoir découvrir des artistes, découvrir des œuvres, peut-être découvrir des galeries. Et donc, cette pandémie a permis à la fois aux vendeurs et aux acheteurs de se retrouver sur Artspur et de développer ces nouvelles façons de consommer de l'art et de s'adapter aux nouvelles habitudes du marché. Et d'autant que l'ADN d'Artspur dès le démarrage, donc il y a plus de 10 ans, c'était de donner un outil finalement aux galeries, donc pas du tout de se mettre en concurrence avec les galeries, mais de permettre à ces galeries d'avoir accès au marché de l'art en ligne et donc d'offrir une plateforme pour qu'elles puissent exposer leurs œuvres et surtout les vendre en ligne. Donc, absolument. C'était une convergence qui était parfaite pendant la pandémie. Absolument. Le but d'Artspur, c'était vraiment de décloisonner et de permettre aux galeries partenaires à l'époque de rayonner à l'international, de permettre à une galerie lilloise de pouvoir vendre à un client au Japon, par exemple. Alors depuis cette période-là, vous avez ouvert aussi la plateforme à des vendeurs qui sont les artistes. Pourquoi et comment vous êtes arrivé à développer cette nouvelle offre en fait ? Parce qu'en fait les habitudes ont changé. Parce que initialement le marché de l'art c'est un artiste qui est représenté par une galerie et la galerie commercialise les œuvres de l'artiste. Mais les artistes ont changé. Ils se sont eux-mêmes digitalisés, ils ont décidé parfois de prendre en main leur carrière, leurs propres moyens. Donc en fait, les tendances ont changé et ce sont les artistes qui ont modifié ces habitudes. Ce sont eux qui ont décidé de ne plus être représentés par des galeries, de créer leur propre communauté sur leur réseau, sur les sites internet et qui sont eux finalement venus toquer à notre porte, venus nous voir en nous disant moi je suis un artiste indépendant, je ne suis pas représenté par une galerie, mais j'ai envie d'être représenté quand même en ligne et de profiter d'Artspur pour rayonner à l'international, pour vendre mes œuvres. Et en fait, ce qu'Artspur va leur proposer, c'est la désintermédiation, tout en leur permettant de pouvoir se concentrer pleinement sur leur art. Parce que s'ils n'ont pas de galerie, ça veut dire qu'ils doivent faire tout le travail de autopromotion, de construction de leur communauté, etc. Là où en étant artiste sur Artspur, c'est nous qui nous en occupons. On a une communauté qui est grandissante et qui est déjà très importante à la fois sur les réseaux, mais aussi sur notre trafic sur le site de façon très organique. Et donc les artistes qui s'inscrivent sur Artspur bénéficient de notre trafic simplement, de notre notoriété aussi à l'international notamment et ce qui leur permet de se concentrer sur leur art et de proposer de plus en plus d'œuvres à tous nos utilisateurs. Et alors comment coexistent ces deux types de vendeurs finalement sur votre plateforme ? Les galeries, vous leur proposez de vendre certaines de leurs œuvres en ligne par le biais de votre plateforme, et les artistes qui n'ont pas forcément de galerie ou peut-être qu'ils en ont mais veulent vendre certaines de leurs œuvres sur votre plateforme. Comment ça se passe ? Alors c'est une question effectivement très intéressante parce qu'il y a quelques années, il y a environ 5-6 ans, quand on a ouvert Artspur pour les artistes, c'est forcément une question qu'on s'est posée puisque nos partenaires historiques ce sont les galeries. Comment ne pas les bypasser ? Comment faire pour garder leur confiance tout en ouvrant aux artistes ? Et en fait, je pense qu'on a bien réussi ici notre accord entre toutes les parties puisque le fait de n'ouvrir uniquement aux artistes indépendants et non pas aux artistes représentés par les galeries, ça a permis aux galeries de ne pas avoir peur des artistes qu'on allait avoir sur Artspur et qu'elles ne se disent pas « Ah bah mince, mes artistes que je représente vont quitter ma galerie pour aller sur Artspur d'eux-mêmes ». Ça c'est vraiment un point d'honneur qu'on met à ne pas prendre sur Artspur des artistes qui sont représentés par des galeries. Et est-ce qu'il est arrivé vous avez participé à des mariages comme ça, des artistes qui ont trouvé leur galerie sur Artspur ? Alors ça arrive que certaines galeries plutôt viennent trouver des artistes sur Artspur et effectivement on offre un catalogue varié et donc c'est à la croisée à la portée je veux dire de tous et pour les galeries ça leur offre un catalogue d'artistes et pour les artistes un catalogue de galeries, mais je pense que c'est plutôt les galeries qui
sont à l'initiative de rechercher les artistes. D'accord. Donc c'est vraiment une œuvre gagnante-gagnante. Tout le monde s'y retrouve. Voilà. Et les collectionneurs et vos art lovers, donc les premiers concernés par la plateforme, absolument, s'y retrouvent aussi parce qu'ils ont un panel d'œuvres très important. Et vous leur proposez aussi d'autres services, comme par exemple la revente des œuvres d'art. Voilà, alors, tout à fait. Vous intervenez, personne qui veut vendre ou revendre une œuvre d'art sur la plateforme. Alors là, on n'est plus dans une galerie qui vend, mais c'est un particulier qui revend une œuvre d'art. Tout à fait, ce sont les particuliers. En fait, les habitudes ici aussi ont changé. On constate que les acheteurs, les collectionneurs gardent des œuvres peut-être un peu moins longtemps qu'avant. Et donc se pose la question de la revente. Comment je fais pour changer ma collection, la renouveler et comment je donc revends une œuvre que j'ai achetée pour me permettre d'en acheter une autre. Et encore une fois, on s'est adapté à la demande. On avait de plus en plus de demandes de collectionneurs qui nous disaient j'ai une œuvre, je souhaite la revendre, j'ai acheté chez vous, je veux la revendre, est-ce que c'est possible? Et de la même façon que pour les artistes, on a écouté en fait les nouvelles tendances, on a écouté nos utilisateurs et on a décidé d'ouvrir ce service de revente. Qui ne concerne alors que des œuvres achetées une première fois chez Artspur. Donc vous avez une traçabilité de l'œuvre en fait. Alors oui et non. Oui, puisque toutes les œuvres qui sont achetées sur Artspur peuvent être revendues sans question, puisque nous avions déjà fait initialement le travail d'authentification et de s'assurer de l'état de l'œuvre, etc. Et non, puisqu'on permet aussi à d'autres acheteurs qui n'auraient pas acheté sur Artspur, mais qui ont dans leur collection des œuvres intéressantes, à forte valeur pour nos autres clients qui voudraient les acheter, de les revendre sur Artspur. Et alors comment ça se passe à ce moment-là? Comment vous vérifiez l'authenticité de l'œuvre, la provenance? Alors on a un process qui est très rodé, on demande plein d'informations, notamment les factures, la provenance, le certificat d'authenticité, des photos sous toutes les coutures, notamment de la signature, pour s'assurer que l'œuvre est authentique, elle est authentifiée et elle est en parfait état pour être remise en ligne sur Artspur. Et comment vous fixez le prix alors à ce moment-là? Vous arrivez à déterminer un prix de vente sur la plateforme? Alors le prix est généralement fixé entre le revendeur et notre équipe en interne en fonction du prix qu'il avait initialement payé, mais surtout de l'état actuel de la cote de l'artiste sur le marché pour ne pas que ça vienne ou trop baisser les prix ou au contraire un prix qui soit absolument décorrélé. Vous travaillez avec des experts du marché de l'art qui vous aident à fixer ces prix-là. Absolument. Et vous utilisez des outils aussi à ce moment-là pour voir les prix qui pourraient être je n'ai pas déterminés. Des outils. Vous avez des bases de données comme Artprice, voilà, qui permettent de voir des prix qui ont été établis aux ventes aux enchères, au second marché, bien sûr, et qui peuvent vous aider peut-être comme dans le cas où un artiste aurait une cote pour pouvoir être juste sur le marché. Et si je peux donner quelques exemples, on a revendu quelques pièces significatives ces derniers temps, notamment une sculpture, un buste de Daniel Arsham à plus de 10 000 €, une petite sculpture de Mr Brainwash, des lithographies de Dali, et puis un assez gros crocodile d'Orlansky, revendu avec une plus-value de 300% pour le revendeur qui l'avait acheté il y a 15 ans en foire et qui aujourd'hui triplé son prix. En citant ces trois artistes, on voit déjà quel est le panel des artistes que vous présentez, parce qu'il y a un artiste décédé depuis quelques années, quand même, Salvatore Dali, quelqu'un qui est vraiment dans tous les best, les top, Orlansky, qui est un artiste très commercial, sans aucune visée péjorative, mais qui est donc très demandé. Et un artiste un peu moins connu, mais qui est présenté aussi sur votre plateforme. Donc vous avez quoi comme typologie d'artistes sur votre plateforme? Quand il s'agit d'art contemporain et d'art moderne, vous avez des émergents, vous avez des artistes très jeunes, vous avez des artistes très installés? Absolument, on a vraiment une variété d'artistes très large, mais ce qu'on constate dans les habitudes d'achat des clients, c'est que la tendance est plutôt au nouveau ou à l'artiste, à la scène émergente. La majorité des ventes que nous faisons, ce sont pour des artistes émergents ou nouveaux, en termes en tout cas de volume de vente. Et on a environ 20% de nos ventes qui sont vers des artistes
des grands maîtres, par exemple Dali ou des artistes célèbres. D'accord, donc vous confirmez la tendance que les derniers rapports d'analyse révèlent, ou en tout cas soulignent, c'est qu'on va plutôt vers un marché de prix abordable. Est-ce que vous avez une gamme de prix que vous pouvez nous donner? Absolument, en fait, ce qui est assez intéressant même de dire, c'est que j'ai l'impression, en tout cas on constate, que les habitudes d'achat donnent un premier achat un peu pas à moindre coût, mais à plus petit prix, comme si c'était un peu une commande de tester la fiabilité, la pertinence, la valeur ajoutée d'Artspur ou d'autres sites, et qu'une fois ce test passé, le second achat vient alors, et lui, parfois, il y en est sur des plus 170%. Ce que je veux dire, c'est que quand le premier achat est sur un petit prix, le second achat vient et fait plus 170%. Et ça, je le conçois complètement parce que dans ces tendances exprimées, on parle énormément de l'expérience utilisateur et la qualité de l'expérience utilisateur est presque le déclencheur de l'acte d'acquisition en ligne d'une œuvre d'art qu'on ne voit pas, même si on a des outils de réalité augmentée, on ne la voit pas de ses propres yeux. Et finalement, quand vous parlez d'une phase de test, une première fois, quand on est rassuré sur la qualité d'expérience vécue de votre plateforme, eh ben on peut se lancer comme avec n'importe quelle galerie à qui on ferait confiance pour l'acquisition d'une œuvre d'art. Donc cette qualité de l'expérience utilisateur, c'est vraiment ce que recherche la plus jeune génération de collectionneurs, d'amateurs d'art. C'est-à-dire ils veulent une expérience facilitée, mais aussi de qualité. En fait. Et personnalisée aussi, je pense. Bien sûr. Et cette ère digitale et intelligence artificielle, ils veulent aussi quelque chose d'humain. Et je pense que Artspur a cette force de proposer un service, un accompagnement qui soit 100% humain et aussi à taille humaine. Et qui soit disponible, qui accompagne, et ça se ressent en fait dans tous les retours qu'on a de nos clients post-achat. On a beaucoup de remarques à ce sujet, que le suivi avec le conseiller a été très bon, que la confiance a été établie, et que même lorsque parfois il arrive qu'il y ait des pépins, le service derrière est tellement bon et va tellement s'adapter aux besoins et à l'envie du client, que la confiance elle est établie et que l'achat va réitérer et recommencer sur la plateforme. Et ça colle complètement avec la dernière tendance du marché sur laquelle je voulais qu'on revienne, c'est-à-dire à savoir qu'on passe aujourd'hui d'un marché que l'on disait avant vendeur à un marché acheteur, c'est-à-dire que la demande des acquéreurs, des art lovers, des consommateurs d'art, des collectionneurs, et va déterminer l'offre du marché. Et votre capacité chez Artspur, justement depuis 10 ans, plus de 10 ans, oui. à vous adapter, vous ajuster à tout ce que vous demandent vos acquéreurs, dans tout ce que vous venez de me dire, permet de les satisfaire et donc participe à cette expérience qualité qu'ils recherchent en fait. Oui, absolument. Et puis aussi, j'ai envie de dire le décloisonnement et de leur permettre d'accéder à l'achat d'art en ligne, et le fait qu'Artspur se soit adapté vraiment au e-commerce. Par exemple, je pense aux 14 jours de retour gratuit. Quand on a envie d'acheter une œuvre d'art, on a toujours peur qu'elle ne nous plaise pas une fois qu'on l'a, si on l'a achetée en ligne. Bon, c'est 14 jours de retour gratuit. Et donc ça, c'est encore une fois quelque chose... On s'adapte aux besoins des clients, à leurs habitudes d'achat, puisque s'ils achètent d'autres choses en ligne, c'est quelque chose qui est communément accepté. Donc c'est quelque chose qu'on va offrir également sur le marché de l'art. Et en fait, in fine, ce qu'on constate, c'est que le coup de cœur peut aussi naître en ligne, puisqu'en fait, on a moins de 2% des commandes qui sont passées chez nous qui sont retournées. Et puis quand elles sont retournées, c'est parce que c'était un cadeau d'anniversaire qui n'a pas plu, mais que c'était pas un achat personnel. Donc je suis assez d'accord pour dire que c'est désormais nos utilisateurs, les clients, les collectionneurs qui vont façonner l'offre de par leurs propres habitudes, leur comportement, leur façon d'acheter et d'acheter en ligne, nous, en fait, derrière, on doit repenser toute notre façon de vendre. On s'adapte sans cesse aux besoins.
On s'adapte, on crée des nouveaux outils, on crée des outils de personnalisation, on va vers des valeurs émotionnelles dans nos contenus éditoriaux sur nos réseaux sociaux. On s'adapte à ce que les nouvelles générations aident leurs habitudes sur TikTok, Instagram, des vidéos assez rapides, plutôt des formats un peu courts, mais qui sont humanisés, où on va voir les artistes, on va voir qui se cache derrière les œuvres. Ça, ce sont aussi des formats auxquels on s'adapte. Aujourd'hui, on va montrer ce qu'ils aiment bien appeler sur Instagram des behind the scenes. Voilà, derrière l'œuvre d'art que vous voyez, que vous achetez, qu'est-ce qui se passe, comment ils aiment voir les artistes sur Instagram en train de créer dans leur studio, dans leur atelier, etc. Absolument. Le rapport d'Art Basel et UBS qui a été publié en octobre 2024, donc il y a quelques mois, le disait bien, 23% des œuvres d'art sont achetées à partir d'Instagram. Donc ça veut dire aussi que aujourd'hui, les artistes et ceux qui les achètent se rejoignent sur les réseaux sociaux. Donc c'est très très important pour eux d'avoir des modes de consommation qui sont les mêmes, puisque ça fait partie de leur génération. Et au-delà des influenceurs, etc., qu'il y a sur les réseaux sociaux, on trouve aussi des objets de consommation du quotidien. Et c'est vrai que la jeune génération, les zoomers, la génération Z, considèrent l'œuvre d'art comme un bien de consommation de plus en plus traditionnel, puisqu'ils achètent des œuvres d'art non pas pour spéculer, mais parce qu'ils ont envie d'une œuvre d'art, ils ont envie d'avoir un lien personnel avec. Et ce qui déclenche l'acquisition, c'est pas la spéculation possible finalement, c'est l'envie d'avoir cette œuvre-là ou d'avoir un petit bout de la vie de l'artiste qu'ils apprécient avec eux. Oui, absolument. Et puis Instagram est de plus en plus aussi considéré comme un moteur de recherche au-delà du réseau social. Et donc les nouvelles générations vont sur Instagram pour découvrir des nouveaux artistes et ensuite se retrouvent sur Artspur pour avoir le catalogue en entier, découvrir peut-être un peu plus en détail les biographies, la qualité du travail, les spécificités à chaque artiste. Et puis derrière, Artspur continue de proposer du contenu de qualité à chaque utilisateur. C'est-à-dire que un peu à la façon de Netflix, on va regarder quelles sont les habitudes, quelles sont les œuvres qui ont été ajoutées en wishlist pour proposer des œuvres qui seraient similaires ou des œuvres qui peuvent vous plaire, parce qu'en fait un catalogue de 200 000 œuvres, c'est vaste et c'est complet, c'est très intéressant, et en même temps si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, ça peut faire peur, mais Artspur justement a cette force de pouvoir vous proposer des outils, des filtres, de l'intelligence artificielle, des bandeaux de recommandation et puis une équipe aussi qui est à disposition pour accompagner dans l'achat d'art. Et alors tout ça, ça participe à cette tendance majeure pour le marché de l'art contemporain, à savoir augmenter l'accessibilité du marché de l'art en s'ajustant à une demande qui se transforme en profondeur en fait. Est-ce que vous avez cette vision-là pour les prochaines années pour le développement d'Artspur? Est-ce que vous pouvez nous en parler sans évidemment dévoiler des choses plus confidentielles? Quelle est la vision que porte Artspur, le développement du marché de l'art en ligne? Je pense que notre conviction chez Artspur, c'est que le digital ne remplace pas l'émotion, mais qu'il la rend plus accessible. Je pense qu'on va continuer notre mission de décloisonnement et de rendre accessible l'art, mais en gardant le côté émotionnel d'une œuvre d'art, puisqu'il s'agit quand même d'un bien rare et important qui est un véhicule en fait d'une histoire, d'un artiste, une transmission aussi entre intergénérationnelle si c'est un parent qui lègue ou si c'est entre différents collectionneurs lors de revente. C'est des biens qui sont particuliers, c'est des biens qui parcourent l'histoire et voilà, chez Artspur, vraiment je pense que notre mission va continuer d'être le partage de l'émotion. Notre conviction chez Artspur continue d'être la démocratisation de l'art et continuer de véhiculer l'émotion grâce à ces œuvres et grâce à tous nos artistes, surtout qui continuent d'alimenter notre plateforme et de permettre le rayonnement de l'art à travers le monde.
Merci infiniment Anaïs pour ce partage et eh bien on peut espérer que de nouveaux artistes comme de nouveaux acquéreurs utiliseront ces plateformes-là et testeront les différentes expériences utilisateurs parce que finalement la différence que l'on a entre ces plateformes, c'est l'utilisateur qui la vit et qui sélectionne celle qui lui convient le mieux. Merci beaucoup Héloïse. Merci Marion. Il est donc un fait partagé aujourd'hui, le marché de l'art globalement et le marché de l'art contemporain en particulier connaissent une vraie transformation depuis 2 ans au moins, avec un réajustement significatif, notamment au niveau de sa base, qui s'élargit fortement, suggérant un marché de plus en plus démocratisé et donc potentiellement à terme beaucoup plus stable. Et la question alors aujourd'hui n'est pas de savoir si le marché de l'art va rebondir, mais comment il va évoluer. Une nouvelle génération d'acquéreurs s'installe, mais aussi une nouvelle génération de marchands, qui est prête à remodeler le marché de l'art, autant dans son offre que dans sa demande, et les milléniaux et la génération Z représentent plus d'un quart des acquéreurs, soit plus du double de leur part qu'il y a 5 ans. Et contrairement aux générations précédentes qui appréciaient le savoir et le pouvoir, en amassant à la fois des œuvres nouvelles et historiques, la nouvelle génération d'acquéreurs est beaucoup plus concentrée sur le présent, avec des recherches d'œuvres qui sont en lien avec leur époque et leur intérêt, à savoir les questions sociétales contemporaines. Vaste sujet et surtout source intéressable de création pour les artistes au vu de l'état du monde aujourd'hui. La mutation numérique du marché de l'art a donc véritablement permis d'élargir son accès aux amateurs d'art, mais aussi aux artistes, pour la diffusion et la commercialisation de leurs œuvres, en démocratisant les acquisitions d'œuvres d'art grâce notamment à des expériences en ligne simplifiées et de plus en plus de qualité, comme le soulignait le dernier rapport Art Basel et UBS, puisque 29% des collectionneurs, tout âge confondu, achètent en ligne et que 23% des acquisitions se font via Instagram. Alors oui, le marché de l'art contemporain est en train de se transformer et je dirais, et c'est une jolie révolution, soit plus qu'une transformation graduelle et continue, car même si ces deux concepts sont proches, ils décrivent des processus de changement différents. Le marché de l'art contemporain évolue en se popularisant, dans le sens qu'il offre de nouvelles facilités aux artistes et aux amateurs d'art et de nouveaux accès pour tout un chacun et surtout ceux et celles qui veulent le découvrir. Alors plus qu'une correction du marché, un nouveau motto s'impose aux marchands, à savoir augmenter l'accessibilité de l'art contemporain à tous et dans le monde entier pour s'ajuster à une demande qui le transforme. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, si on achète de l'art avec de plus en plus de conviction, pour la communauté des artistes comme pour les art lovers, il ne s'agit plus d'aller plus vite et plus haut, mais d'aller partout et ensemble. Voilà, c'était En direct du marché de l'art, épisode 3 de la saison 6, marché de l'art contemporain, évolution ou révolution. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme tous nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.